Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il dirige l'Érythrée depuis 25 ans et n'a jamais organisé d'élection ni présidentielle ni législative. Pour lui, ces scrutins sont complètement inutiles. Il s'appelle Isaias Afewerki, le héros de l'indépendance de l'Érythrée. Ses partisans l'appellent affectueusement le félin. Il dit n'avoir peur de rien ni de personne et n'hésite pas à attaquer périodiquement ses voisins. Mais c'est chaleureusement et contre toute attente qu'il a accueilli ce dimanche 8 juillet à Asmara, la capitale de l'Érythrée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le symbole est fort, le geste historique. 20 ans de guerre séparent les deux pays. Alors l'homme veut-il définitivement faire la paix avec ses voisins? Quel regard jeter sur ces 25 ans de règne et surtout, comment se porte l'Érythrée sous sa présidence? J'ai pour en parler 3 invités. Avec moi, Josué Abraham. Vous êtes un opposant au régime du président Isaias Afewerki. Vous avez combattu pendant de longues années pour l'indépendance de votre pays. 3 de vos frères sont tombés au front. Vous êtes un rescapé de cette longue guerre. Grande a été votre désillusion de voir s'installer à la tête de votre pays, l'Érythrée, un régime fort, absolu, basé sur le parti unique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour apporter votre témoignage par rapport à ce qui se passe dans votre pays, l'Érythrée. Merci. Merci à vous. Kewin Maïzo, journaliste, analyste politique, vous connaissez également la problématique érythréenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alès Mesfin, vous êtes un gestionnaire, mais vous connaissez aussi l'Éthiopie, comment dire, l'Érythrée, puisque vous êtes éthiopien, c'est votre voisin. Vous avez eu des décennies de guerre, mais c'est la paix que vous êtes arrivé et scellé sur ce plateau. Et d'ailleurs, vos 2 dirigeants l'ont déjà fait ce 8 et ce 9 juillet 2018 à Asmara, la capitale érythréenne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On dit de lui qu'il est un homme austère. Il n'hésite pas à prendre d'ailleurs le volant de sa voiture pour se rendre à la présidence. Mais son humilité s'arrête là. Quand on lui parle réforme politique, réforme institutionnelle et alternance à la tête du pouvoir, à la tête du pays, on le paye très cher. Mais qui est Isaias Afewerki et comment se porte l'Érythrée sous sa présidence? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Victoria Sedji. Il tient les rênes du pouvoir depuis 25 années. Isaias Afewerki, 72 ans, président de l'Érythrée, pays situé dans la Corne de l'Afrique, est l'un des dirigeants africains dont la gouvernance est souvent décriée. Mais qui est véritablement l'homme? On l'appelle le félin. Imbu du patriotisme et de l'amour de la terre de ses ancêtres, l'homme abandonne très rapidement ses études d'ingénieur pour s'engager dans la guérilla contre l'envahisseur éthiopien. En quelques années, il gravit les échelons du Front populaire de libération de l'Érythrée et s'impose comme un leader. C'est en héros qu'il obtient après 30 ans de conflit la libération de son pays en 1991 et accède à la magistrature suprême le 24 mai 1993. L'homme symbolisait alors l'espoir de tout un peuple. Mais le président Isaias Afewerki finit contre toute attente par s'imposer par un régime dur, absolu, fondé sur le parti unique. Son parti, le Front populaire pour la démocratie et la justice qu'il a fondé en 1994 et qu'il dirige jusqu'alors d'une main de fer, concentre tous les pouvoirs. Face à lui donc, une opposition absente. Depuis l'indépendance du pays en 1993, aucune élection législative ou présidentielle n'a eu lieu dans le pays. En vérité, on vit une vraie dictature. Quelles que soient les ampeurs de difficultés, notamment économiques, ça ne justifie pas la manière de gouverner aujourd'hui. Parce que personne ne va dire que le président Afewerki est l'unique président qui peut diriger l'Érythrée. Parce qu'il ne peut pas être un président à vie. Il faut qu'un jour ou l'autre, il soit remplacé par un opposant. Donc il n'a qu'à organiser les conditions
de son remplacement. Mais il faut qu'on applique la démocratie. Mais depuis 2001, les appels à la démocratie n'ont jamais abouti. Les projets d'instauration du multipartisme et d'élection ont été suspendus, la presse privée interdite. Jugé autoritaire, le régime du président Isaias Afewerki est régulièrement accusé de bafouer les droits humains par les organismes internationaux. Au plan diplomatique, les relations avec ses voisins se sont parfois dégradées, comme ce fut le cas en 2008 avec Djibouti, lorsque l'Érythrée a déployé ses troupes dans la zone contestée du Domeïra. Par ailleurs, même s'il vient d'être tranché en sa faveur, le conflit frontalier qui l'opposait à l'Éthiopie fut très meurtrier. Il a fait entre 1998 et 2000 80 000 morts. Sur le plan économique, de nombreux défis sont à relever car la croissance s'est fortement repliée au cours de ces 10 dernières années. C'est un pays qui doit donc asseoir une haute politique de développement. Le véritable problème ici, c'est l'Érythrée qui donc pose plus de problèmes à ses voisins. La coopération entre les voisins n'a pas été ce que cela doit être. Et c'est déjà donc la touche particulière du président qui l'a gouverné jusqu'à aujourd'hui. Ce pays s'offre donc les inconforts, les conditions peu favorable à son développement. Accusé de jouer un rôle déstabilisateur dans la Corne de l'Afrique, l'Érythrée a parfois fait l'objet de sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Même si sa gouvernance est assez décriée de l'extérieur, le président Isaias Afewerki a quand même initié certaines réformes ayant permis, entre autres, l'amélioration du climat des affaires et une forte promotion de l'égalité homme-femme avec une représentativité à plus de 22% et des lois pénalisant les violences basées sur le genre. Par ailleurs, depuis début 2018, son gouvernement a annoncé une nouvelle ère à travers une ferme volonté de changement sur le plan politique et un profond désir de sceller la paix avec ses voisins. Cela s'est déjà traduit par la signature lundi 9 juillet d'une déclaration historique mettant fin à plusieurs décennies de guerre avec le voisin éthiopien. Très rapidement, Kevin Maïzo, avant que je ne donne la parole à l'Érythréen que nous avons la chance d'avoir avec nous, comment passe-t-on du héros de la guerre d'indépendance au président rude et intransigeant qu'est devenu Isaias Afewerki? Sans rentrer dans les méandres de la vie psychologique d'un dirigeant africain, il s'est caché derrière un fait. Il se battait contre une des armées la plus puissante d'Afrique. L'armée impériale de l'Éthiopie. Oui, 30 ans de guerre. Oui, 30 ans de guerre. Il se battait contre cela et cela a justifié beaucoup de choses. Imaginez par exemple, si aujourd'hui, beaucoup d'Érythréens quittent l'Érythrée pour venir en Europe, ce n'est pas parce que les droits de l'homme sont violés ou... Non, la raison principale, c'est les services militaires. Minimum 18 mois de service militaire dans une région hostile. Et ça peut être renouvelé plusieurs fois. Oui, c'est pratiquement indéterminé. Indéterminé, et c'est dans des conditions rudes, il y a des viols, il y a des bizoutages, dans des conditions horribles. Ça vient d'où? C'est quoi? C'est un traumatisme post-conflit, pour ainsi dire, sans faire de la psychanalyse? Je crois que quand on a l'armée la plus puissante de la région et la plus, je vais dire, en nombre de personnes, en nombre d'équipements, quand on est en guerre contre ce genre d'armée, quand on a vécu la guerre qu'ils ont eue vers les années 47... Pendant 3 décennies. Déjà, les Britanniques contre les Italiens, et ensuite, la façon dont l'empereur Haïlé Sélassié a dilué l'indépendance, a annexé ces pays, on développe certains réflexes. Mais ces réflexes-là ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt ou l'arbre qui cache le mauvais caractère ou les mauvaises habitudes d'une personne. C'est dire, voilà, nous sommes en guerre et ça autorise tout. Mais sur le plan au moins psychologique, c'est ça sa psychologie, en fait. Monsieur Abraham, 1995, il attaque le Yémen. Isaias Afewerki, le président érythréen, je veux dire. En 98, il attaque à nouveau l'Éthiopie, ça va lui coûter cher. 80 000 morts. 2008, il attaque une partie de Djibouti. Il s'entend avec qui, avant que ne soit signé cet accord du 9 juillet 2018 avec le voisin éthiopien? Il s'entendait avec qui? Qui étaient ses amis? Sans amis, jusqu'à maintenant, je ne connais pas. Mais c'est le premier habit
Maintenant, il a commencé de faire un ami. Dans la Corne de l'Afrique, votre président n'avait pas d'amis, l'Érythrée n'avait pas d'amis dans la Corne de l'Afrique? Pas du tout. Ce que je connais, c'est aucun pays qui plaît ou qui supporte pour lui. Mais maintenant, Abiy, je vois là, qui fait la paix. Et on espère, s'il fait la paix, c'est bien. Alors, dites-nous, vous avez connu effectivement les années sombres de votre histoire, je l'ai dit, vous avez combattu à ses côtés, justement, aux côtés du président Isaias Afwerki pour l'indépendance de votre pays, l'Érythrée. À quel moment s'est opérée la rupture? Pourquoi a-t-il changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous, vous qui avez vécu les faits avant de vous exiler. Oui, moi j'étais à FLO. Et lui, il était FPLO. Ce sont deux fractions deux organisations différentes. Mais qui combattaient l'ennemi commun, l'Éthiopie. La même ennemi pour l'Éthiopie. Mais on n'a pas arrivé à s'entendre. Et en 1980, août 1980, total civil war. Il a commencé et puis on est sorti 40 à 60 000 combattants pour le Soudan. 1993, votre pays accède à l'indépendance, enfin. D'abord 91 à l'indépendance, puis en 93, il prend la tête de votre pays, l'Érythrée. Pourquoi depuis 25 ans, comment l'explique-t-il, n'a-t-il organisé ni aux élections législatives ni élections présidentielles? Comment l'explique-t-il? Ils ne veulent pas le faire réconciliation. S'il ne fait pas réconciliation avec sa peuple, et puis les combattants qui sont en exil, il a resté pour lui-même comme totalitaire. Et il continue jusqu'à maintenant. Que dit la constitution qui régit votre pays? Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de constitution en Érythrée? Pas du tout. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de droit. Quel est le texte qui régit la vie politique dans votre pays, l'Érythrée? Ce que je connais, c'est maoïsme, quoi. Il n'a pas lâché l'esprit de maoïsme ancien. Le texte qui régissait la guérilla, la guérilla à laquelle vous aviez participé pour chasser l'Éthiopie de votre pays. Exactement. Et depuis lors, aucune constitution qui organise l'État, il n'y a aucun texte fondamental? Pas du tout. Pas de constitution, pas de réconciliation. Il n'y a aucune pour la paix, quoi. C'est très étrange et c'est très atypique. Alès Mesfin, vous êtes le voisin, vous êtes éthiopien, vous êtes concerné par la problématique dont nous traitons aujourd'hui. Quelle compréhension, ou du moins quel regard vous portez justement sur la vie politique de ce pays qui a réussi à se libérer de vous il y a 25 ans? En fait, juste pour rappeler l'historique, pour rajouter ce qu'il vient de dire, quand il y a eu des sessions en 80 entre les FLO et l'IPLF, après l'IPLF, il se rejoint par le TPLF. Attention, ce n'est pas la même chose. Le TPLF, c'est l'actuel gouvernement éthiopien qui a accédé au pouvoir en 91 avec le guérilla érythréen d'Isaias Afwerki qui se battait pour l'autonomie régionale de Tigré. D'accord. Ils ont fait. C'est là où se complexifie la problématique. Voilà, exactement. Bon, on va essayer de faire simple. Voilà. Donc les deux, ils sont arrivés à Addis Ababa en 91, c'est-à-dire le mouvement de Meles Zenawi, qui était Macky Sall lui-même, guérilla lui-même pour autonomie régionale, il s'est rallié avec l'Érythrée d'Isaias Afwerki. Ils sont arrivés au pouvoir. Donc il y a maintenant beaucoup de langues qui commencent à se dilater. Il y a eu des accords confidentiels qui ont été constitués entre Isaias et Meles. D'où le conflit, par exemple, par la suite, qui a fait 80 000 morts, que vous avez dit dans votre introduction tout à l'heure. C'est la guerre de Badme de Chiré, donc qui a été scellée avec l'accord de cession, cette partie de territoire à l'Érythrée, à la signature d'Alger, alors que le régime de Meles, il a refusé de céder. La présence de l'armée éthiopienne, elle était constante, elle était régulière jusqu'à ces jours
mois d'avril, quand Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre, accède au pouvoir, il a fait appel à l'Érythrée. On va faire la paix. Alors que Meles Zenawi, depuis ces temps-là, il n'a jamais accepté. D'où, par exemple, mon frère tout à l'heure qui disait le service militaire, etc., etc., enfin, toute l'organisation militaire sécrante, etc. À mon avis, je dis bien à mon avis, de Issaïas, parce qu'il craignait le régime de Meles, à un moment ou à l'autre, qu'il puisse y avoir des agressions. C'est vrai qu'on lui reproche de développer une sorte de parano par rapport à cette... Voilà. Il n'hésite d'ailleurs pas à demander à ses officiers de lancer l'armée érythréenne contre l'armée éthiopienne. Mais encore une fois, Kevin Maïso, pour revenir à l'aspect psychologique, on pourrait imaginer que, n'ayant connu que la guerre et la violence, c'est difficile pour lui d'implémenter les principes démocratiques tout de suite. On pourrait trouver ça comme excuse pour lui. Oui, mais vous savez, en matière de gestion du pays, hein, bon, aucune excuse n'est gros. Mais si vous regardez... Parce qu'on sent que la crainte est permanente chez lui, en tout cas jusqu'à lundi 9 juillet, la crainte est permanente chez lui d'être envahi. Que ce soit pas le Yémen, ou pas Djibouti, ou pas Éthiopie. Quelque part aussi, il l'a cherché. Il est en conflit avec les Soudans, il est en conflit avec l'Éthiopie, il est en conflit avec le Yémen. On bombarde le Yémen à partir de l'Érythrée. Et il a participé à la mésaventure de l'AFDEL au Congo. Hein. Ça aussi. Oui, ils étaient dans la mésaventure. Sans soutien pour les Chebabs somaliens. Voilà, il est un peu partout. Bon, pour les Chebabs, on s'est dit qu'il combattait un peu l'Éthiopie indirectement parce que l'Éthiopie était en Somalie. Donc voilà, il a des réflexes de quelqu'un qui se sent agressé, de quelqu'un qui ne doit exister que dans la bagarre. Et maintenant que, parce que le pays était en état de guerre, maintenant qu'il n'y a plus guerre, il n'aura plus d'autre choix que de mettre en place une constitution, d'organiser les élections et de s'atteler enfin au développement. Parce qu'on doit souligner quelque chose de très important. C'est un pays qui a des équipements, hein, qui a 2 ports en très bon état, qui a des routes. Et d'ailleurs, le port de Massawa, pardon, c'est l'un des grands ports de la sous-région. Hein. Et non seulement ça, Asmara est considéré par certains guides touristiques comme étant une des plus belles villes d'Afrique. Et une des villes, et d'ailleurs la ville la plus propre d'Afrique. Le potentiel... Ce n'est pas contrairement comme on dit Kigali. Hein. Le potentiel est là. Le potentiel est là, il reste juste à orienter votre pays, à tracer les sillons démocratiques. Dans votre pays, on nous apprenait qu'en 2013, il y avait 10 000 prisonniers politiques dans ces prisons. C'est une réalité ou c'est un fantasme? Si, c'est une réalité. 10 000 prisonniers politiques? Oui, estimation. Estimation 10 000. Prisonniers politiques dans les prisons érythréennes. Ils sont emprisonnés pour avoir fait quoi? Parce que le droit de l'homme, il est devenu en politique. Si vous demandez votre droit, vous allez directement en prison. Vous êtes directement en prison. Si vous parlez quelque chose, vous allez directement en prison. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.